Chers amis, bonjour. Bonjour et merci à Philippe et à Jean-Paul de m'avoir invité aujourd'hui à faire un peu une sorte de rétrospective sur les paiements par carte bancaire depuis 40 ans. Donc aujourd'hui, c'est la fête. On fête un anniversaire prestigieux. 40 ans du groupement des cartes bancaires, c'est une date. Je voulais, à cette occasion, remercier tous ceux qui ont contribué à cette belle aventure de la carte bancaire en France. Et je retrouve parmi vous beaucoup qui ont conduit cette belle aventure ou qui y ont participé. Permettez-moi aussi de remercier les anciens présidents et administrateurs du groupement. Je sais que certains sont à distance et nous regardent, qui m'ont fait l'honneur de m'associer aux travaux du groupement et qui m'ont fait confiance. Alors cet anniversaire me ramène juste 40 ans en arrière, quand j'étais directeur conseil d'une société qui s'appelait Sligos et qui avait inventé un terme qui était le mot monétique. Et j'ai croisé le chemin de la carte de paiement en interne avec une équipe qui était à Blois pour la réorganisation d'un département qui avait une croissance de 80% par an et qui d'ailleurs était complètement débordé et donc il fallait tout réorganiser. Et 5 ans après, en 1989, j'ai croisé le chemin du groupement des cartes bancaires et depuis, je ne l'ai plus quitté au moins de cœur. Car vous connaissez une plus belle aventure pour moi, 40 ans, c'est encore la jeunesse et donc on aura l'occasion, j'espère, de poursuivre cette aventure. Certes, la monétique s'est développée bien avant la création du groupement. Vous avez vu tout à l'heure la date 1967 pour les premières cartes françaises. Je rappelle que le groupement Carte Bleue, lui, a été créé un peu plus tard, au début des années 70, et a participé à la création de quelque chose qui s'appelle Visa. Je crois qu'il y a des gens qui l'ont un peu oublié. Mais la croissance de ce marché a été accélérée avec le retrait par carte. Et cette croissance a été si rapide et si générale qu'il a fallu réorganiser le secteur une première fois pour disposer d'une solution nationale. Et donc cette première réorganisation a eu lieu en 1984 à l'initiative des pouvoirs publics avec un double objectif, uniformiser le service de retrait d'espèces et de paiement sur toute la France et promouvoir une technologie qui était dans les tiroirs depuis 10 ans, la carte à mémoire, qui fêtait donc en 1984 ses 10 ans. La carte bancaire devait remplacer la carte bleue et la carte à puce devait remplacer l'embossage et la piste. Ce fut donc la création du groupement des cartes bancaires, qui n'était pas encore CB, je le rappelle, à l'époque, et ce furent 5 années absolument fantastiques, avec dès 1985 les accords croisés, qui autorisaient l'accès de toutes les cartes émises en France par les banques adhérentes à tous les DAB et à tous les terminaux de paiement. Mais plus encore, en incluant également dans l'accord les cartes internationales, Visa et Eurocard Mastercard, émises hors de France et circulant en France. La France devenait, en 1985, le premier pays du monde à offrir l'universalité du paiement et du retrait par carte. Ce fut aussi la première tentative de réflexion sur le futur SNPC, le Système national du paiement par carte, une organisation donc unifiée du paiement par carte en France, avec même des objectifs au niveau européen, je vais y revenir, avec le schéma directeur de 1986, le lancement du projet de réseau d'autorisation et de compensation des opérations cartes, parce qu'au début, il devait y avoir un seul système complet pour les cartes, la première tentative d'émission d'une carte à puce bancaire qui n'a pas abouti, la création des CTC bancaires et même la constitution de ce qui s'est appelé le Comité européen du paiement par carte. Voilà, c'était un objectif dès ce moment-là. Ce fut une période, on doit le dire, d'enthousiasme, où la croissance du volume des transactions était à 2 chiffres, mais disons-le aussi, une période bouillonnante et un peu brouillonne.
Il a donc fallu 5 ans après se remettre à l'ouvrage et mener à l'automne 1989 une réorganisation qu'on a appelée pudiquement harmonisation des organisations monétiques françaises, pour ne pas dire refonte et consolidation. L'objectif était multiple, réorganiser les flux et harmoniser les règles entre tous les acteurs présents en France, ce qui n'était toujours pas le cas 5 ans après, disposer enfin d'une seule organisation monétique nationale et mettre fin à la compétition qui était permanente entre organisations de paiement par carte en France pour donner la main à la compétition entre banques. Donner l'exclusivité du marketing aux banques et non aux organisations interbancaires. Alors, peut-être sur ce sujet, en poussant le bouchon un peu loin, et d'ailleurs, aujourd'hui, on y revient encore un peu, et d'autres encore, comme redéployer par banque la plupart des traitements des transactions du monde bleu qui étaient encore traités par Sigo, ce qu'on a appelé à l'époque la décentralisation bleue, pour une équité dans la compétition entre banques, disposer d'une infrastructure technique interbancaire unique pour toute la France, et enfin lancer la carte à puce. Et il a fallu abandonner le rêve d'une organisation européenne en s'appuyant sur les schemes internationaux pour la continuité territoriale avec une contrepartie. La contrepartie, c'était qu'effectivement, il y ait une répartition claire des rôles entre cartes bancaires et les systèmes internationaux, et c'était le comarcage. Et ça, c'était il y a 35 ans. À la suite de cette réorganisation, pratiquement tous ces objectifs ont été atteints et le CB de carte bleue a été définitivement accolé à la carte bancaire. Tous, bon, pas tout à fait quand même, l'unicité totale de l'organisation n'a pas été atteinte pour à la fois répondre à la répartition des rôles avec les systèmes internationaux et gérer donc les passerelles internationales. Et ne le nions pas, comme dans toute réorganisation, pour satisfaire le facteur humain, on va le dire comme ça, qui est toujours inéluctable. Mais ce fut davantage qu'une réorganisation, c'est ça qui est très important. Fut l'acte fondateur de l'interbancarité française et l'acte fondateur de la monétique moderne. C'est très important, même s'il a fallu faire l'impasse sur ce volet européen, l'acte fondateur de l'interbancarité française dans ses principales règles, qui perdurent aujourd'hui, et l'acte fondateur de la monétique moderne, notamment dans l'organisation des flux, avec la première définition, la première réflexion et la première définition de ce que c'était qu'un système à 4 coins. Avant, on avait un opérateur central et des banques à tous les coins. Et beaucoup d'autres choses encore qui ont occupé la décennie suivante, notamment le déploiement de la carte à puce, enfin réussi à la fois au plan technique, c'est ça qui est très important, réussi au plan technique, réussi au plan commercial et réussi au plan économique. Je n'ai pas le temps de le développer ici, mais c'est véritablement un point important, et ce, malgré toutes les oppositions qui ont été faites à la carte à puce française. Pour les anciens, je rappellerai un truc, mais très rapidement, qui s'appelle le watermark. Je n'ai pas le temps de le développer, mais j'insisterai sur un point, juste le débauchage de la directrice du projet de déploiement de la carte à puce en France par Visa International. Donc, malgré tout, le groupement a repris la main et a déployé, et ce fut une réussite française et mondiale. Et ce fut une décennie glorieuse jusqu'en 1999. Pourquoi cette date? Puisque 99, c'est une double date. C'est à la fois la date du premier standard EMV et la date du passage à l'euro. Donc, 1999, il y a 25 ans. Vous voyez, il y a beaucoup d'anniversaires cette année. Nouvelle rupture, nouveaux objectifs, nouvelles réformes. 2 objectifs fondateurs. À la fois construire l'Europe des paiements et construire une monétique adaptée au nouveau domaine, au nouveau monde, le nouveau monde de la révolution technologique, notamment de l'Internet, et le nouveau monde de l'ouverture internationale, du Global Village, comme on disait. Là encore, CB a dû s'adapter au nouveau contexte. Ce fut d'abord le fait de répondre au nouveau mode de paiement à distance et de l'Internet,
avec ces nouveaux défis, notamment dans la lutte contre la fraude, et progressivement pour faire face aussi aux innovations marketing qui venaient, et technologiques qui venaient de tout le monde entier, et s'adapter donc justement à cette mondialisation des paiements. Cette mondialisation des paiements, moi, je pense qu'elle a duré 20 ans, de 1999 à 2019-2020. Je vais y revenir. 20 ans d'ouverture internationale, de construction donc, de ce Global Village, et donc de réorganisation des paiements dans un objectif international, et pour les cartes, soyons clairs, autour des schemes internationaux, devenus à ce moment-là, qui ont quitté le rôle d'organisation interbancaire pour devenir des sociétés mondiales privées et cotées sur les marchés. Avec, dans les 20 ans, la vente progressive de toutes les organisations européennes du paiement par carte, Europay vendu à Mastercard en 2002, bon, au milieu, la vente de carte bleue à Visa Europe en 2010, et puis en 2015, la vente de Visa Europe à Visa International, ne laissant subsister face aux monstres internationaux que des schemes domestiques balkanisés en Europe. Mais, je dirais, comme à l'époque romaine, il y a un village qui a résisté, un village gaulois, carte bancaire, qui n'a pas cédé aux sirènes mondiales et qui a constitué le premier système domestique de paiement par carte en Europe et qui constitue toujours aujourd'hui le premier système domestique européen, y compris pour le paiement mobile et le e-commerce. Même s'il a fallu adopter certains standards et solutions venus ou revenus d'outre-Atlantique comme prix à payer à la mondialisation. De son côté, l'euro a remplacé les monnaies domestiques et l'Europe des paiements s'est imposée au moins au plan réglementaire. Pour l'euro, je rappellerai que la première transaction de paiement qui a été faite en euros en 2002 a été réalisée sur les Champs-Élysées par une banque bien connue avec un retrait par carte CB. Et n'oublions pas que les premiers travaux du SEPA, Single Euro Payment Area, ont concerné le SCF, le SEPA Card Framework, mais très vite, le SEPA a ignoré la carte, qui était pourtant son premier objectif, pour le laisser aux mains des multiples schemes internationaux et domestiques. Et ce fut une décennie où l'Europe a quelque part fait l'impasse sur l'objectif d'un système de paiement par carte, et plus à chercher à contrôler le marché européen du paiement avec la réglementation des interchanges, avec la DSP1 en 2007 qui devait supprimer les barrières nationales, faire gagner à l'Europe 2 à 3% de PIB et 28 milliards d'euros par an pour l'ensemble de l'économie de l'Union européenne. Chers amis, on les attend toujours, hélas. Le meilleur résultat en a été, à contrario, la suppression du quasi-monopole CB sur la France, la fin de l'accord de comarquage avec les schemes internationaux, et puis le développement des cartes only qui ont coûté si cher et qui continuent à coûter si cher encore aux accepteurs et commerçants et aux banques. 20 ans au cours desquels donc carte bancaire a résisté aux tourmentes, a tenté comme en 2002 de reprendre l'initiative technique dans la sécurisation des transactions à distance, avant de céder devant une innovation majeure, la carte virtuelle dynamique, promue par les schemes internationaux, et puis s'est adapté aux nouveaux standards, aux nouvelles réglementations, a poursuivi sa croissance en lançant notamment le paiement sans contact dès 2013, qui s'est très vite développé et qui a atteint 4,6 milliards de transactions en 2020 avec la Covid, et pour représenter aujourd'hui 7 milliards de transactions, c'est-à-dire pratiquement une transaction CB sur 2. C'est aussi une période d'organisation intense, avec d'une part la création des filiales PCERT et Elite en 2007, de SER2S en 2009, et puis la fusion avec SET en 2016 et la création de franchise en 2019. Et au plan européen, après la grande crise de 2007-2008 qui a vu une consolidation bancaire et industrielle aux États-Unis, il a fallu attendre 5 ans, 2012, pour que l'impulsion publique donne naissance au projet Monnaie,
qui a regroupé jusqu'à 30 banques européennes. Donc, une superbe opportunité, mais là, c'est heurté à la réglementation européenne draconienne sur la concurrence et sur les interchanges. Et l'Europe du paiement par carte n'a finalement pas pris forme. En France, après l'échec de cette dynamique européenne, l'innovation technologique et les poids des schemes internationaux s'est traduite par un affaiblissement de cartes bancaires, ne le cachons pas, et le retrait progressif du logo CB sur certaines cartes. La prise de conscience du risque a été tardive. La prise de conscience de la perte de souveraineté n'est venue qu'en 2016, après la vente de Visa Europe. Prise de conscience des accroissements de coûts potentiels qui devaient inéluctablement en résulter en perspective pour rentabiliser l'acte d'achat pour l'acquéreur et les limitations qu'elle comportait inéluctablement pour la monétique européenne en contrepartie de l'accord de vente. On ne pensait pas pourtant à l'époque que ces conséquences incontournables dans une vente de ce type seraient si fortes aujourd'hui. CB y a répondu avec des marges techniques et marketing limitées, on le sait bien, avec un premier réarmement CB comportant d'une part l'ouverture de CB au commerce, notamment avec la création du Conseil consultatif du commerce, la poursuite du développement du sans-contact, avec la recherche des modalités techniques de coopération européenne. Je rappellerai notamment le standard CEPAS, qui a été créé en 2017 par une dizaine de schemes domestiques européens pour étendre la norme EMV aux paiements cartes sans contact et aux paiements à distance par mobile, indépendamment des brevets propriétaires. Et projet qui doit maintenant vraiment trouver ses concrétisations dans une plus forte coopération intra-européenne. La deuxième phase de prise de conscience a été en 2020, du côté de la Commission européenne, avec la Retail Payment Strategy de septembre 2020, qui a consacré l'objectif de souveraineté européenne, alors, comme on dit dans le jargon européen, d'autonomie stratégique ouverte, pour ceux qui veulent comprendre, et du côté bancaire, avec le second plan de réarmement CB, concernant son offre technologique pour renforcer sa place dans l'écosystème français des paiements, relancer l'innovation et s'ouvrir à de nouvelles cibles. Et enfin, par le cri d'alarme des accepteurs et du grand commerce français, encore dernièrement à la veille des Jeux Olympiques, devant l'emprise et le coût des schemes internationaux. Et 10 ans après l'échec de Monnaie, tirant certaines leçons du passé, la Commission européenne a réfréné ses exigences, notamment en termes d'interchange, et réorienté sa demande de solutions européennes vers un système de paiement pan-européen qui couvre et la carte, mais aussi le paiement instantané qui était censé être l'arme fatale et ultime par rapport aux schemes internationaux sur les paiements. Les banques y ont répondu une nouvelle fois favorablement avec le projet EPI, qui lui encore s'est une fois encore heurté dans le domaine des cartes, non seulement aux ICRS, ne le cachons pas, mais aussi aux prétentions d'un certain nombre de schemes domestiques européens dans le paiement par carte, comme on le voit avec Wero, dans le paiement mobile aujourd'hui, et qui a obligé donc EPI à abandonner le volet carte européen. Mesdames, Messieurs, voilà donc le volet un peu rétrospective que j'ai pu établir sur ce parcours du groupement des cartes bancaires depuis 40 ans et au-delà de la monétique française. Alors, permettez-moi d'en tirer quelques conclusions et perspectives en s'appuyant sur ce constat. Le premier enseignement, vous l'avez bien compris, est qu'à chaque étape, et c'est environ tous les 7 à 10 ans, CB a dû s'adapter, revoir sa stratégie, mais là où il a été le plus novateur, c'est quand on a pris les choses dans son ensemble, lorsqu'on a remis à plat les règles et les objectifs. Le second enseignement, c'est que presque tous les 10 ans, les acteurs français ont accepté de jouer le jeu, de la France d'abord, puis de l'Europe, du paiement par carte. Et cela fait maintenant plus de 20 ans que tous les essais pour créer une monétique européenne ont échoué.
On ne peut nier que les banques françaises ont joué le jeu à plusieurs reprises et se sont heurtées non seulement à la réglementation européenne, qui a certes beaucoup progressé, mais aussi aux ICS et ce qui constitue aujourd'hui un frein majeur et à la compétition internationale. Mais elle s'est enfin et surtout heurtée à ce que j'ai appelé en 1994, dans un rapport demandé par les banques à la Banque de France, et que la Banque de France a conduit avec l'ensemble des banques centrales européennes, ce que j'ai appelé le patchwork des systèmes de paiement européens. La diversité des cultures européennes dans les paiements. Et ne le cachons pas, hein, la volonté de certains États européens de garder leur précaré dans les paiements. C'était donc la conclusion de ce rapport de 1994, et j'ajoutais dans ce rapport, parce que c'était le sujet d'actualité, l'écu, qui s'appelle aujourd'hui l'euro. L'écu n'y changera rien, et vous l'avez vu, l'euro n'y a rien changé. Aujourd'hui, des progrès ont été réalisés dans l'Europe des paiements, on en a parlé tout à l'heure avec Yves Lacourrège, et on le voit aussi en France, mais hors de la carte au niveau européen. Aujourd'hui, la situation évolue très très vite, vous connaissez l'actualité, et pour diverses raisons, on ne pourra pas encore reporter longtemps le sujet du futur paiement par carte en Europe. Il y a un nouveau défi et il faudra y faire face. On ne peut plus faire l'impasse sur cette évolution parce que le coût en est le retard technologique alarmant de l'Europe, qui a mis en valeur notamment le rapport Draghi, mais c'est aussi et surtout le prélèvement de la dîme technologique et commerciale sur l'Europe par des acteurs internationaux, dîme qui atteint des niveaux élevés et qui plombe la croissance européenne, et dîme qui va encore s'accroître d'un facteur 3, 4, 5, il ne faut pas s'y tromper, dans la décennie, avec le développement de l'IA, du quantique, qu'il faudra financer. Alors là, je vais m'appuyer sur les propos qui ont été tenus à France Payment Forum par Henri Dagrin, qui est le délégué général du SIGREF. SIGREF, c'est le club informatique, alors c'est plus les grandes entreprises, c'est grandes entreprises publiques et privées et des grandes administrations françaises. Donc, les responsables technologiques des grands acteurs français. Il indiquait qu'aujourd'hui, les investissements que consentent les géants technologiques dans le domaine de l'intelligence artificielle se comptent en centaines de milliards de dollars par trimestre. Et il explique que le doublement de la licence par personne et par mois chez Microsoft et chez d'autres grands fournisseurs internationaux est dû aux investissements qu'il faut financer, notamment dans l'IA, et ils seront financés dans le futur sur les produits et services de base, ceux que l'on utilise au quotidien, et ça sera nécessairement également le cas sur le paiement par carte. Le coût de l'inertie, c'est aussi l'ouverture à des solutions non européennes qui, certes, ont une valeur ajoutée parfois de qualité et sont souvent réclamées par la clientèle, mais qui restent très coûteuses, notamment en termes d'investissement. Et quitte à investir, mieux vaut investir sur une monétique européenne si on veut réduire la fragmentation européenne. Aujourd'hui, la question en Europe n'est donc pas celle non plus de la monnaie, fût-elle numérique, ou de la part des paiements transeuropéens qui restent faibles. Je n'ai pas le temps aujourd'hui de développer tellement ce sujet, mais il mérite un long développement. Aujourd'hui, la question en Europe n'est pas celle de la diversité des cultures. Les acteurs internationaux, les schemes internationaux et les grandes sociétés de technologie comme Apple s'embarrassent très très peu de ces divergences culturelles. Chers amis, vous le savez bien, dans les paiements, les atouts sont d'abord le marketing et le volet industriel, même si les flux sont domestiques. Aujourd'hui, la question, c'est celle de la diversité des marques, des règles, des schemes, des infrastructures de paiement en Europe, et qui sont coûteuses par leur nombre, et celle de l'absence d'une marque européenne du paiement par carte à opposer aux marques internationales dominantes, comme on est en train d'essayer de le faire pour Wero. Alors peut-être pourrait-on s'inspirer du passé pour dépasser les différences européennes. Peut-être faut-il avancer, comme on l'a fait en France il y a 35 ans entre les banques bleues et les banques vertes, en harmonisant
certaines organisations monétiques européennes en mettant à plat leurs règles, leurs pratiques pour en sortir les best practices, en recherchant les économies d'échelle industrielles et en y intégrant des avancées technologiques majeures. Peut-être faut-il remplacer la compétition entre schemes par une compétition entre banques européennes et plus généralement entre entreprises de paiement bancaires et non bancaires. Et comme on l'a fait en 89, peut-être pourrait-on, sans se couper des offres du marché international, proposer un New Deal à tous ceux qui seraient prêts à l'accepter. La France a un passé glorieux et innovateur dans le domaine des cartes de paiement, comme dans d'autres, et le groupement des cartes bancaires en est une illustration majeure. Le déclin du paiement par carte, il y aura une table ronde tout à l'heure, que certains anticipent, fait fi de la capacité des acteurs européens à construire ensemble leur futur et de l'expertise française dans le paiement par carte. Le passé nous montre le chemin. Il faut, comme par le passé, essayer d'harmoniser les paiements en Europe. Carte bancaire peut être le moteur d'une monétique européenne. Cet anniversaire est probablement le signe, Philippe, d'un renouveau, d'une nouvelle jeunesse pour le groupement des cartes bancaires. En tout cas, c'est ce qu'on peut vous souhaiter et que je vous souhaite. Chers amis, merci de m'avoir écouté.